Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. Les ménages impactés par le projet de construction du 4e pont d'Abidjan reliant Yopougon Plateau ne sont pas oubliés par l'État. Les familles sont recasées. Notre équipe de reportage s'est rendue dans la nouvelle cité située à Songon où les premières familles déguerpies sont installées depuis quelques mois. Le gouvernement dit non aux constructions anarchiques. 2 villas duplex érigées sans permis de construire dans la commune de Bingerville ont été démolies cette semaine. La brigade d'investigation et de contrôle urbain du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme accentue le contrôle sur le terrain. Dakar, la capitale sénégalaise, a abrité la 3e édition de la BRVM Award, cérémonie de célébration des acteurs du marché régional. 4 structures ivoiriennes ont été distinguées dans leurs domaines respectifs. Ces prix glanés témoignent du dynamisme des acteurs et institutions ivoiriennes comme le Trésor public et la CNPS. En Tunisie, des militantes issues de la société civile et des partis politiques ont manifesté hier à Tunis à l'appel de l'Association tunisienne des femmes démocrates. Elles appellent à boycotter le référendum prévu le 25 juillet prochain. Elles estiment qu'elles ont leur mot à dire dans l'élaboration de cette nouvelle constitution. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Un baobab du cinéma s'est couché à jamais. Fadiga Kramo Lansine a donné le clap de fin du film de sa vie le 5 juin dernier. Le cinéaste, producteur, réalisateur a été le premier Ivoirien à offrir à la Côte d'Ivoire, son pays, l'étalon du Yénéga, distinction suprême du FESPACO en 1981 avec son film Guéli, conte d'aujourd'hui. L'étoile du cinéma africain a cédé malheureusement face à la grande faucheuse, mais son talent, sa culture, ses œuvres restent éternelles. RTI 1, à travers la page culture, lui rend hommage ce soir. Nous avons donc invité la directrice générale de l'Office national du cinéma, Mme Diomandé Lisson, pour parler de cette icône du 7e art africain. Bonsoir, Mme Diomandé Lisson. Bonsoir, Marie-Laure. Dites-nous, c'est vrai, c'est un sujet difficile que vous avez décidé d'évoquer avec nous ce soir, mais que représentait pour vous M. Fadiga Kramo Lansine? Une icône, un personnage qui a permis de faire connaître la Côte d'Ivoire cinématographique à travers le monde. C'est vrai, un baobab s'est couché, mais ses œuvres restent éternelles. L'artiste ne meurt jamais. Hélas. L'artiste ne meurt jamais et justement ses œuvres continuent de parler pour lui. L'héritage de Fadiga Kramo Lansine, icône du 7e art africain. On en parlera dans une trentaine de minutes dans la page culture. À tout à l'heure, Mme Diomandé Lisson. Je vous en prie. La bibliothèque de Fadiga était très fournie. Oui, ça, et nous allons le savoir tout à l'heure. À tout à l'heure donc. Je vous en prie. Restez pour le moment avec nous. On va commencer par ces images de la Côte d'Ivoire en chantier dans le domaine des infrastructures routières. Mais à quel rythme avancent au juste les travaux, notamment à Abidjan? Le Premier ministre Patrick Achi, accompagné du ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kofi Kwaku, est sur le terrain. Hier vendredi, il a visité plusieurs chantiers, notamment des sorties est allant de Yopougon à Abobo. Alexis Ouedraogo. À bord d'un minibus ce vendredi, le Premier ministre fait sa tournée d'inspection. Patrick Achi visite 3 grands chantiers en cours. La sortie est de Yopougon vers Abobo à Niama, la sortie ouest vers Dabou et le 4e pont. Premier arrêt, le site des travaux d'élargissement de la sortie est d'Abidjan, route prison civile, longue de 23 km. Autre escale clé, le stade des Bempé et ses voies d'accès indispensables pour la CAN 2023. Plus loin, la sortie ouest du carrefour Jacquesville, dont les travaux comprennent la réalisation d'une autoroute de 2 fois 2 voies, la construction de passerelles piétonnes au-dessus de l'autoroute de Yopougon. On peut s'estimer heureux de l'avancée de ces chantiers qui vont permettre véritablement de fluidifier le trafic, de permettre également de désenclaver, je dirais, un certain nombre de quartiers et de permettre d'accéder aisément, d'une part, à la voie qui mène sur Abengourou, Bondoukou, la voie de l'Est, et également, bien sûr, celle qui mène à Dabou, mais plus particulièrement, qui va se prolonger sur la côtière qui actuellement est en construction
et qui va nous mener jusqu'à San Pedro, pour lequel également, vous savez qu'il y a un stade qui sera utilisé lors de la... Mais nous sommes relativement confiants avec les échanges que nous avons eu avec les entreprises et les quelques actions qui restent à mener pour pouvoir permettre de poursuivre dans les délais convenus. Ces chantiers-là vont être pris assez rapidement. À ce jour, plusieurs de ces chantiers devraient être déjà livrés, mais connaissent un retard du fait de la crise Covid qui a occasionné d'importants ralentissements. Nous avons souffert de la période Covid qui nous a fait perdre plus de 15 à 18 mois quelquefois. Donc ça a décalé l'achèvement de ces travaux, pour certains à la fin de l'année 2022, pour d'autres à la fin de l'année 2023. Autre point clé, celui du social, les populations déguerpies de ces zones. Pour celles qui ne sont pas propriétaires des bâtis, en général, on leur donne un certain nombre de mois de loyer qui leur permettent donc de trouver un logement ailleurs. Pour ceux qui sont propriétaires, on leur paye l'équivalent des bâtiments pour qu'ils puissent effectivement aller construire ailleurs. Donc ils signent sur la base des évaluations qui ont été faites des certificats et sur la base de ces certificats, ils sont payés, les choses se font normalement. Patrick Hachi s'est voulu rassurant quant à la volonté unique du gouvernement, toujours améliorer le cadre et les conditions de vie des populations. Notons que ces chantiers d'un investissement cumulé de près de 250 milliards de francs CFA emploient des milliers de travailleurs ivoiriens. Et notez aussi que les ménages impactés par le projet de construction du 4e pont d'Abidjan reliant Yopougon et Plateau ne sont pas oubliés du tout par l'État. Les familles sont recasées. Notre équipe de reportage s'est rendue dans la nouvelle cité située à Songon, où les premières familles déguerpies sont installées depuis quelques mois. Le témoignage est signé à Alexis Ouedraogo. Mamadou, 48 ans, est ancien propriétaire d'une maison au quartier Santé, dans la commune d'Atekoubé. Il fait partie des personnes impactées par les travaux du 4e pont. Il a été recasé conformément aux promesses du gouvernement et vit aujourd'hui dans cette maison de 3 pièces dans la cité Aïwaï de Songon. Moi, j'ai cru effectivement que l'État allait construire des maisons. Ceux qui croyaient assez, ils ont les maisons. Maintenant, ceux qui ne croyaient pas maintenant, ils ont préféré prendre l'argent. D'autres sont restés là-bas, d'autres sont venus ici. Il n'y a rien à dire, en tout cas la maison est impeccable. Comme lui, Mariam, ancienne résidente du quartier Bourguibana, est aujourd'hui bénéficiaire de ce programme auquel elle ne croyait pourtant pas. Il y a beaucoup de gens qui ont dit que c'est faux, que ce qu'ils ont dit là, que c'est faux, ça ne peut pas faire, qu'ils ne vont pas faire ça pour nous. Je n'étais pas sûre pour dire que c'est vrai qu'ils vont construire une maison pour nous. Tu vois, non? Mais à part mon surprise, j'ai vu, je suis contente de tout ça là. Je ne sais même pas comment j'ai dit le reste. Locataires, propriétaires résidents et non résidents ont eu le choix de leur indemnisation dès les premières heures du processus. Lorsque les travaux du 4e pont ont commencé, il y avait des urgences. Le PTA était obligé de nous demander de délocaliser ces personnes qui étaient là. Mais la cité n'étant pas prête, alors le PTA a choisi des maisons. Si tu étais dans une 3 pièces, tu cherches une 3 pièces. Si tu étais dans une 4 pièces, tu prends la 4 pièces et qui était payée toutes les fins du mois par le PTA. Après, quand la cité a pris forme, on a demandé aux populations de venir maintenant et les populations viennent par vagues. Et les attributions se poursuivent dans cette cité bâtie sur 12 hectares dans la commune de Songon et qui compte quelques 417 logements de 2, 3 et 4 pièces. À ce jour, 234 logements ont été déjà attribués. Restent quelques 125 autres en cours de réalisation, auxquels s'ajoutent les sites d'Ayama et d'Ibembe. Nous partons pour Paris, en France, où le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage a signé des accords. Les partenaires, par leur expertise diverses, vont aider le gouvernement ivoirien à trouver des solutions pour la formation et l'emploi des jeunes. Il s'agit entre autres de l'école de gastronomie et de management hôtelier. C'est l'école de la deuxième chance pour former les jeunes. Hervé Blé est notre envoyé spécial en France. Des expertises qui assurément feront du bien à la formation technique, professionnelle et à l'apprentissage en Côte d'Ivoire. Les structures françaises décident d'accompagner le ministre Akofi N'Guessan pour repenser et revaloriser les offres de formation et améliorer tout l'écosystème afin d'offrir de réelles chances d'insertion professionnelle aux jeunes en Côte d'Ivoire. L'ambassade de Côte d'Ivoire en France a abrité la signature des accords cadres de partenariat
Au nombre des signataires, Edith Cresson, l'ancienne première ministre française, elle est la présidente fondatrice de l'école de la deuxième chance qui accueille des jeunes de 16 à 25 ans sans emploi, leur propose une formation pour s'insérer dans la vie active. Compte tenu du progrès de la robotisation et de l'intelligence artificielle, on entre dans une période où il faudra vraiment avoir une formation de base importante. Or, beaucoup de jeunes ne l'ont pas. Et les écoles de la deuxième chance ont pour objectif de pallier cette carence et d'aider les jeunes à acquérir une formation de base, c'est-à-dire savoir lire, écrire, compter et puis un minimum de connaissances qu'ils n'ont pas réussi à avoir à l'école. Je souhaite beaucoup que les écoles de la deuxième chance puissent s'implanter en Côte d'Ivoire. Je pense que c'est une bonne chose pour la Côte d'Ivoire. Les accords cadres signés à Paris sont le résultat de plusieurs missions d'études menées hors de Côte d'Ivoire en quête de partenariat. Nous sommes venus rechercher les partenariats à l'effet de pouvoir entreprendre de nombreuses actions en faveur de la formation des jeunes, la révision de nos programmes, la rénovation de nos plateaux techniques, la réhabilitation de nos infrastructures, la formation des gestionnaires de systèmes. Donc aujourd'hui, nous avons signé avec cette institution. Notre ambition, soutenue par le gouvernement, c'est de faire en sorte que les jeunes puissent être bien formés et qu'ils puissent trouver le travail. Les ministres Mamadou Touré de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique et Adama Kamara de l'emploi ont montré tout l'engagement du gouvernement, surtout celui du président Lassane Ouattara à faire face aux immenses besoins d'éducation-formation, notamment aux questions d'insertion durable des jeunes en Côte d'Ivoire dans des activités lucratives. Le gouvernement ivoirien engagé contre le chômage dit également non aux constructions anarchiques. 2 villas duplex érigées sans permis de construire dans la commune de Bingerville ont été démolies cette semaine. La brigade d'investigation et de contrôle urbain du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme accentue le contrôle sur le terrain. Espérance Diakale, Tcherkone. Une fois de plus, la brigade d'investigation et de contrôle urbain du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme a exécuté une mission de démolition. Et il s'agit de 2 villas duplex situées dans la commune de Bingerville, toutes 2 érigées sans permis de construire. Ces opérations s'inscrivent dans le cadre de la lutte contre les constructions anarchiques instituées par le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Nos équipes sont donc passées pour faire le contrôle et nous avons demandé l'arrêt des travaux. Malheureusement, le promoteur a poursuivi ses travaux et le 19 janvier 2022, nous lui avons notifié la mise en demeure de démolition. Cette démolition, c'est pour interpeller tous nos concitoyens que, avant de construire, il faut avoir les autorisations nécessaires. Le ministère de la Construction invite les maîtres d'ouvrage à se conformer aux règles de la construction en ayant recours aux spécialistes de ce domaine. Elle donne plutôt le bon exemple et vient d'être justement récompensée à la 3e édition de la BRVM Award à Dakar au Sénégal. 4 structures ivoiriennes ont été distinguées dans leurs domaines respectifs à la cérémonie de célébration et des acteurs du marché régional. Ces prix glanés témoignent du dynamisme des acteurs et institutions ivoiriennes sur le marché régional. Dangui Dangui et Sangari Adama sont nos envoyés spéciaux au Sénégal. Dîner gala de la 3e édition de la BRVR Award à Dakar. La Côte d'Ivoire se taille la part du lion en raflant 4 prix sur 10 au total, destinés à la célébration de l'excellence des acteurs du marché financier régional. Le Trésor public et la Caisse nationale de prévoyance sociale CNPS ont vu leurs efforts récompensés. Sur les 3 dernières années, c'est environ 5 674 milliards que nous avons mobilisés, dont 51% au titre des emprunts obligataires. Donc c'est cette performance qui est saluée aujourd'hui parce qu'aucun pays de l'UEMOA n'a fait autant. Nous avons profité également pour demander aux investisseurs de faire confiance à l'État de Côte d'Ivoire parce que le risque pays aujourd'hui est presque nul. La CNPS se pose très bien. Elle joue son rôle social en revalorisant régulièrement les prestations, que ce soit les retraites, les rentes. On a revalorisé aussi les prestations familiales.
on investit dans le pays. Juste avant les remises de prix, le patron de la BRVM s'est livré à un bref exposé sur le thème de cette 3e édition, à savoir évolution technologique et intégration des marchés. Mais le docteur Edokossi Amenové reste prudent avec la crypto-monnaie. Nous voulons avoir une démarche structurée. Nous pensons qu'aujourd'hui, nos défis sont loin d'être des défis de la financiarisation de nos économies. Il faut que nous puissions trouver des instruments qui fassent en sorte que l'économie réelle soit au centre de notre développement. Économie réelle qui crée de l'emploi, qui crée de la richesse et qui permette que la vulnérabilité de nos populations soit atténuée. Les BRVM Awards se veulent un rendez-vous annuel du marché financier régional et un indicateur de la vitalité économique de ce marché. La cohésion se renforce dans notre pays. 136 Ivoiriens réfugiés au Togo sont de retour en Côte d'Ivoire. Ils ont quitté donc le pays en 2011 du fait de la crise post-électorale. Plus d'une décennie donc après, ils regagnent la Côte d'Ivoire grâce au gouvernement ivoirien et ses partenaires régionaux, dont le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Serge Pacom Didi, Walter Amadou Ouattara. 136 Ivoiriens réfugiés au Togo accueillis au siège de la direction d'aide et assistance aux réfugiés et apatrides d'Ahara. Après un séjour de 11 ans hors du pays suite à la crise post-électorale de 2011, ils sont heureux de retrouver leurs familles et proches. C'est une émotion qui nous anime. L'émotion est très grande, il faut le dire. Après 11 années passées loin de notre nation, entrer comme ça, vraiment c'est quand même... Ça nous va droit au cœur, nous sommes vraiment très contents de rentrer ici en Côte d'Ivoire. Je suis contente de rentrer chez moi parce que, comme on dit, on est mieux chez soi. Voilà. Je suis venue avec mes enfants et tout, on est tous heureux. Ces retours volontaires sont le résultat de l'accord tripartite entre la Côte d'Ivoire et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Je vous assure que vous ne serez pas seuls. Les portes de la Dara vous sont ouvertes à tout moment. Notre rôle, c'est de vous accueillir et vous remettre entre les mains des institutions compétentes, des ministères techniques compétents. Parmi vous, je sais qu'il y a des fonctionnaires qui sont partis. Pour cela, il n'y a aucun problème. Nous sommes toujours en relation avec le ministère de la fonction publique pour votre réinsertion. Il n'y a aucun souci pour cela. Le retour de ces 136 Ivoiriens renforce les efforts consentis par le chef de l'État, Alassane Ouattara, en faveur de la réconciliation nationale et l'amélioration de l'environnement socio-économique et politique. Et malheureusement, un drame est survenu ce samedi matin à San Pedro. Un camion a quitté le pont pour se retrouver dans le fleuve situé à l'entrée de la ville. On déplore 2 morts, le chauffeur et un passant qui a plongé dans l'eau pour secourir les passagers. Donc, on trouvait la mort. Les 2 apprentis, eux, ont eu la vie sauve. Les recherches se poursuivent pour repêcher les corps, alerter les autorités de la ville. À leur tête, le préfet de région, Ousmane Coulibaly, se sont rendus sur les lieux de l'accident. On continue de célébrer les mamans. Après les femmes gourou, le ministre Adama Diawara célèbre les associations féminines de la commune de Yopougon et il les a toutes invitées à promouvoir la cohésion et le vivre ensemble. Ralil Diomandé, Sephora Zegui. Atmosphère chaud bouillante ce samedi à Yopougon, Trois-Rouges. Plus de 2000 femmes issues de toutes les associations féminines de la commune réunies pour festoyer à l'occasion de la fête des mères. Ce moment est offert par Adama Diawara, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Au menu de la célébration, prestations artistiques, concours Miss Aoulaba et partage de présents aux mamans des différents groupements. Depuis que nous sommes à Yopougon, on n'a pas encore eu ce genre d'événement. Il y a eu une variété de musique de chaque région et tout ça, vraiment, ça m'a vraiment fait du bien. Toutes les femmes ont eu les cadeaux aujourd'hui. En tout cas, nous tous, nous avons eu les pagnes et des beaux pagnes. Nous disons grand merci à notre parrain. On profite de l'occasion aussi pour dire merci à maman Dominique pour le fonds FAFSI. J'invite mes sœurs à la cohésion, à l'entente et la solidarité.
Adama Diawara s'est félicité de l'initiative et rassure les femmes quant au financement de leurs activités. Elles se sont mobilisées en transcendant toutes les barrières régionales, ethniques, religieuses, politiques. C'est ça aussi la grande commune de Yopougon, la cosmopolite. Il faut qu'elle demeure des soupapes de sécurité, des soupapes de cohésion, d'union, de fraternité. Nous allons mettre bientôt en place un petit fonds de solidarité pour les femmes et les jeunes de Yopougon. En plus du fonds de soutien qui sera mis à leur disposition pour accompagner leurs différents projets, elles bénéficieront d'une campagne gratuite de dépistage contre le cancer du sein et celui du col de l'utérus. La dite campagne couvrira l'ensemble des quartiers de la commune de Yopougon durant les mois de juillet, août et septembre 2022. Des femmes députées sont aussi honorées. Ces élus de la nation, mères, épouses, ont été conviées à une rencontre récemment dans la commune du Plateau à l'occasion de la fête des mères. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nassene Batouré, a salué leur travail et apport au développement de notre très beau pays. Aïcha Ouattara, Godfrey Okambawa. Loin de l'hémicycle où elles siègent, ces femmes députées, mais aussi mères de famille, prennent une pause. Le temps d'être célébrées. Ces femmes, au nombre de 35, sont honorées par la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nassene Batouré. Une reconnaissance à l'occasion de la célébration de la fête des mères. Pour ces mamans députées à l'Assemblée nationale, concilier la vie de famille et représentante du peuple est un sacerdoce. Elle nous a toujours magnifié, elle a toujours été à nos côtés et c'est une sœur à soutenir. Nous voulons, à travers Madame la ministre, souhaiter bonne fête des mères à la première dame, à toutes les femmes de Côte d'Ivoire. C'est au-delà des partis politiques parce que ce soir, nous sommes toutes là, toutes issues de tous les partis politiques présents à l'Assemblée nationale. Et nous avons échangé sincèrement avec Madame la ministre. Selon Nassene Batouré, les femmes députées sont les représentantes du peuple. À l'hémicycle, elles jouent un rôle important pour l'amélioration des conditions de vie des femmes et surtout des mères. Aujourd'hui, j'ai eu l'insigne honneur de recevoir des mères spéciales, représentantes du peuple, à l'hémicycle des mamans députées pour leur souhaiter bonne fête des mères et échanger avec elles sur l'épineuse question de la solidarité féminine, de l'autonomisation des femmes, de l'union des femmes de Côte d'Ivoire autour des idéaux du vivre ensemble de son Excellence le Président de la République, Alassane Ouattara. Les femmes députées s'engagent à une solidarité féminine à travers des propositions de loi pour l'épanouissement des femmes en général et des mères en particulier qui luttent au quotidien pour le bien-être de leur famille. Les femmes de la RTI ont été également magnifiées. La direction générale a organisé une fête en leur honneur. Ces femmes, également mères, travaillent au quotidien pour la bonne marche de l'entreprise. Aïcha Ouattara, c'est Fouraziki. Elle contribue au rayonnement des activités de la radiodiffusion-télévision ivoirienne RTI. À travers ses pas de danse, elles manifestent leur joie d'être mère. Et la femme est toujours là à s'occuper de son homme, de ses enfants. Il faut qu'elle pense à elle-même. Il est important de prendre soin de soi, pas seulement au plan physique, mais au plan psychologique. Se faire plaisir, ça fait du bien. La direction a marqué un arrêt pour les célébrer à l'occasion de la fête des mères. Le directeur général de la RTI m'a chargé de vous traduire à vous, maman de la RTI, toute son affection. Une femme, une maman épanouie, c'est un agent de qualité, évidemment, puisqu'on lui donne la possibilité de s'épanouir et dans son foyer et dans son entreprise. Bernadette Asso, psychologue et conférencière, recommande aux femmes de la RTI, travailleuses, mais également épouses et mères, de s'accorder du temps afin de garantir leur bien-être. En tant que mère, il y a beaucoup de personnes qui nous regardent en tant que modèles. Mais les premières concernées, ce sont nos enfants. Et si nous n'avons pas de bien-être, cela a des conséquences sur la vie de nos enfants et des personnes qui nous entourent. Les femmes de la RTI ont bénéficié du parrainage de Éric Tabat, chef du protocole du président de la République Alassane Ouattara. La fête des mères à la RTI
s'achève sur des notes de gaieté. Pour quelques heures, caméras, micros et autres outils de travail sont mis de côté pour laisser place au divertissement. Très bon moment de détente. À l'étranger, en Tunisie, des militantes issues de la société civile et de partis politiques ont manifesté hier à Tunis à l'appel de l'Association tunisienne des femmes démocrates. Elles appellent à boycotter le référendum prévu le 25 juillet prochain. Elles estiment qu'elles ont leur mot à dire dans l'élaboration de la nouvelle constitution sur laquelle le président de la République travaille avec plusieurs personnalités. Et nous sommes samedi, place à l'instant culture de ce 20h. On commence par cet hommage à Ernesto Guégué. C'est une initiative de l'Observatoire national de la vie et du discours politique, un colloque international de 2 jours intitulé donc Ernesto Guégué, icône vivante de la création artistique, héritage et actualité se tient à l'Institut des arts et de la culture à Cocody. Chercheurs et spécialistes communiquent sur l'homme, sa musique, son parcours. Logoreti, Jamagaki, Ariel Ago. Ernesto Guégué, surnommé le Nuantré national, l'épervier ou encore le roi du Ziglibiti. À la tête de son orchestre, les Ziglibitiens, cette étoile filante a fait les beaux jours de la musique ivoirienne dans les années 70 et au début des années 80. Lola, Ziboté ou encore Ziglibitien restent des classiques. À 1 an du quarantenaire de son décès, les chercheurs lui rendent hommage à travers un colloque. Au moment où Ernesto Guégué arrivait après Amédée Pierre, la Côte d'Ivoire s'inspirait des musiques venues d'ailleurs et la scène musicale ivoirienne n'était que dominée par la musique étrangère. Mais quand il est arrivé, avec un panache de tout ce qu'on sait comme musique venant d'ailleurs, il a pu ancrer une musique en Côte d'Ivoire, une musique identitaire issue de notre terroir qui reflète nos valeurs traditionnelles et culturelles ivoiriennes. Organisé par l'Observatoire national de la vie et du discours politique, ONVDP, ce colloque est intitulé Ernesto Guégué, icône vivante de la création artistique, héritage et actualité. Nous parlons donc de ses œuvres, de ses productions qui ont traversé le temps. Il est décédé le 9 juin 1983 plus précisément, et donc l'année prochaine ça ferait 40 ans. Créé en 2019, l'ONVDP a pour but à travers des colloques, séminaires et travaux d'études de convier les chercheurs au débat national sur la démocratie, l'éducation et la citoyenneté. Depuis sa création, 5 colloques ont été organisés, dont celui rendant hommage à Charles Conan, Jean-Marie Adjafi et Werewe Liking. Et on reste à l'ENISAC où la ministre de la Culture et de la Francophonie a permis aux étudiants de cette institution de communier avec un acteur venu des États-Unis. C'est un acteur bien connu dans le cinéma hollywoodien aux États-Unis, Baba Jean Bamba, acteur ivoirien qui a fait ses preuves dans le film Black Panthers et bien d'autres. De passage à Abidjan, a échangé avec des étudiants de l'INSAC, Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle, établissement de référence dans la formation des professionnels culturels en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas évident, ce n'est pas facile, mais quand ils savent que ça va pas être facile, disons, ils sont prêts à se battre et à faire tout ce qui est nécessaire. Donc tout ce que je peux dire, si vous pouvez suivre, en tout cas moi, mes pas, c'est ce que j'ai fait. J'ai jamais give up, j'ai jamais abaissé les bras, je me suis toujours battu. Et c'est pas juste pour moi, pour ma famille, aussi pour tous les jeunes qui suivent derrière moi. Ce passage d'expérience de l'acteur ivoirien avec ses jeunes frères à travers cette masterclass a été possible grâce à la ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remac. La vision de la première responsable de la culture en Côte d'Ivoire est claire. Former une élite culturelle dynamique en s'appuyant sur des valeurs sûres et des références dans les différents domaines d'expression artistique. Le partage d'expériences que nous venons de vivre avec ce jeune talent, dont on est très fiers, avec la génération, avec les jeunes de l'INSAC, nous conforte dans cette vision que la Côte d'Ivoire doit être une terre de cinéma grâce à ce talent, grâce à la richesse de sa culture, grâce
au tourisme autour du cinéma que nous souhaitons aussi porter dans le cadre de notre mission. Cette première expérience de Babadjan Bamba à l'INSAC s'inscrit dans une stratégie de la ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarque, d'explorer et développer d'autres axes culturels. Au cœur de cette stratégie, la diaspora est un partenaire privilégié pour un partage d'expériences, mais également assurer une visibilité de la Côte d'Ivoire à travers des projets structurants et pourvoyeurs d'emplois. Voilà, l'acteur ivoirien venu des États-Unis a donc partagé son expérience avec les étudiants de l'INSAC, un reportage réalisé pour vous par Issa Tchona Yeo, chef des éditions du Week-end. On en arrive à l'entretien avec notre invité de la page culture. On reste dans le même ton, on parle cinéma. La page est consacrée, je rappelle, à Fadiga Kramo, Lanciné, icône du 7e art africain, décédé le 5 juin dernier. Merci de nous avoir rejoints, Madame Diomandé Lisson. Je vous en prie. Comment avez-vous appris la nouvelle du décès de l'étalon du Yenega, Fadiga Kramo Lanciné? Ce fut une très grande surprise pour moi, dans la mesure où, quand je le quittais, il m'avait parlé de son départ sur Cannes, puisqu'il était question qu'il aille à Cannes pour parfaire la coproduction de son film, le projet de Donzel. Il m'avait assuré qu'il partait à Cannes. Donc dans mon esprit, il était à Cannes. Moi, j'étais à Kourigba. Et chaque fois que quelqu'un me demande après M. Fadiga, je dis non, il est à Cannes. Donc à ma grande surprise, le dimanche, on m'appelle pour m'annoncer son décès. Donc vraiment, c'était de la grande tristesse. Et voilà. D'accord. Qui était l'homme Fadiga Kramo Lanciné qui a fait résonner la voix du cinéma ivoirien dans toute l'Afrique et même dans le monde? En votre qualité de directrice du cinéma de l'ONACSI, vous en savez suffisamment sur son parcours? Monsieur Fadiga, je l'ai côtoyé. C'était un homme très ouvert, très simple, qui se mettait au service des autres. Je le dis parce qu'il était tellement spontané. Il a donné beaucoup. Il a donné beaucoup aux jeunes parce que déjà, à 33 ans, il a obtenu le Yenenga, qui faisait une ouverture sur le monde cinématographique ivoirien. Et je salue le président de la République qui nous a permis d'ériger sa statue de la colonne des cinéastes au Burkina Faso. Voilà. Donc en 2017, la Côte d'Ivoire était invitée d'honneur au Burkina Faso dans le cadre du FESPACO en 2017. Et ça a été l'occasion pour nous d'ériger sa stèle en tant que premier Yenenga de la Côte d'Ivoire. D'accord, c'était un cinéaste, un réalisateur. Un cinéaste, un réalisateur, un écrivain. Sur Djeli, il a écrit Les Tribulations d'un film africain. Et il a écrit aussi une chronique d'un retour au pays. Et il a écrit aussi un livre sur le cinéma. Bon, je peux dire, parce que cette tribulation... Effectivement. Et en tant qu'enseignant aussi, il a beaucoup donné. Parce qu'il faut dire qu'il était aussi enseignant. Donc, il donnait des cours à l'université Félix Houphouët-Boigny et dans d'autres écoles privées. Et il était aussi membre du jury dans plusieurs festivals à travers le monde. Ses œuvres dont parlent pour lui. Un artiste ne meurt jamais, vous l'avez dit à l'entame de ce JT. Fadiga Kramo Lanciné était un baobab du cinéma africain et sa bibliothèque si riche reste un héritage, mais qu'il falloir préserver. Qu'il va falloir donc préserver. Suivons le reportage de Franck Wadio et on va en reparler tout de suite. S'appelle Fadiga Kramo Lanciné. 74 années d'expérience partagée et de laurier glané pour le 7e art ivoirien. L'aventure commence en 1974 avec un court-métrage de 17 minutes, la fin de la course, puis Djeli, le long-métrage qui en 1981, lui, donne la reconnaissance du milieu avec l'étalon du Yenenga obtenu au FESPACO de Ouagadougou. Distinction qui lui vaudra en 2017 d'être immortalisé par une statue de bronze auprès de plusieurs illustres congénères dans cette même ville capitale des hommes intègres. Intègre, justement sa ligne conductrice, lui qui après avoir été sous les spotlights pour son second long métrage Wariko,
Le Gros Lot en 1994 est nommé directeur général de l'Office national du cinéma du Côte d'Ivoire en 2013, ONACCI. Il quittera la fonction en 2016. Fadika Kramo-Lassene aura donné ses lettres de noblesse au Festival national Clap Ivoire après les jalons posés par le regretté Kitia Touré. Avant son décès, il avait tenté une nouvelle incursion dans l'univers cinématographique depuis 2016. On est à Abidjan ou on n'est pas à Abidjan? Son dernier film, Deux donzelles à Abidjan, comme un dernier coup d'essai. Ce fut son dernier coup de clap. Et vous étiez tout le temps auprès de lui, M. Fadiga? Effectivement, c'est quelqu'un qui m'appréciait bien. Il m'appelait toujours la seule maman qui me reste. Et je suis très triste je ne sais pas quel mot je vais utiliser. D'accord. Parce que, comme un signe prémonitoire, en 1974, pour son film d'école, il a fait la fin de la course. 74, et il est parti à 74 ans. Comme quoi? Comme quoi, bon, les signes du destin sont vraiment insondables. Alors, en dehors des lauriers glanés, quelle a été sa contribution pour notre cinéma? En 2014, nous avons signé la loi sur le cinéma. Et M. Fadiga était en ce moment directeur général de l'ONACCI. Il a contribué à l'élaboration de ces lois. Et même l'ONACCI qu'il a dirigé, je rappelle, de 2013 à 2016. Et maintenant, ce sont ces lois qui vont permettre de fructifier les apports de l'ONACCI. Et c'est seulement en octobre 2021 que les décrets qui peuvent permettre le fonctionnement réel de l'ONACCI ont été signés. Pourquoi si longtemps après? C'est ça. Au niveau des lois, ça met du temps. Donc, tout ce qu'il a mis en place, d'abord avec Kitia Touré qui a commencé et qui a été suivi par Fadiga Kramo. Et après, il y a eu le directeur Yao François. Et après, il y a eu aussi M. Dou-Pierre. Et depuis le 31 octobre 2021, je suis à la tête de l'ONACCI. Je pense pouvoir continuer les œuvres de M. Fadiga. Et l'ONACCI, l'Office national du cinéma de Côte d'Ivoire, justement, cette structure a suscité beaucoup d'espoir chez les cinéastes ivoiriens. L'espoir est encore permis, puisque c'est maintenant que les décrets d'application ont été signés. Et vous, en tant que nouvelle directrice, vos défis? Nos défis, c'est de mettre justement en pratique ces décrets-là pour que l'ONACCI puisse fonctionner pleinement. Mais jusqu'à présent, il y a eu des lois. Nous avons contribué à la mise en place de ces lois. Et ce sont ces lois, avec la mise en place aussi de la commission paritaire, qui, avant que les lois ne soient signées, ont pris la relève. Et après cela, maintenant, nous avons, à partir de là, il y a eu aussi l'acquisition de matériel que nous pouvons mettre au service des producteurs. Et comment cela impacte la vie des cinéastes ivoiriens? Positivement, dans la mesure où l'ONACCI est leur maison. L'ONACCI est leur maison. Il y a l'expertise qui peut leur apporter des conseils, qui peut leur donner les informations pour les guichets où ils peuvent avoir le financement. Et comme je le dis, le financement de la Côte d'Ivoire est minime, mais si on met tous les financements ensemble, je parle de la coproduction, qui est l'avenir du cinéma. Donc, si nous mutualisons nos moyens, aussi bien les moyens humains que les moyens techniques, il n'y a pas de raison à ce que ça n'avance pas. Fadiga Kramo tenait tant à l'ONACCI. Justement, il a commencé à exercer le métier de cinéaste depuis les années 70. Que savez-vous du regard critique qu'il apportait sur l'évolution de notre cinéma? Fadiga Kramo est de la 3e génération, parce que la première génération, c'était Désiré Ekaré, Henri Duparc et Timothée Bassori qui était le premier. Donc quand on voyait Timothée, où tu vois Timothée, c'est que Fadiga est là. Les deux étaient inséparables. Et où on voit on voit Karamoko, c'est que Madame Lisson Diomande. Bon, merci beaucoup. Merci de l'avoir souligné. Et après cela, nous avons eu Mbala, et puis Dan Fodio. Et après ça, la 3e génération, c'est de là. Fadiga est de la 3e génération. Donc la critique qu'il a apportée sur le cinéma, toutes ces constructions qu'il a eu à faire. Déjà, en tant qu'enseignant, il a mis en avant le côté pédagogique. Donc la formation. La formation. La formation est vraiment quelque chose de crucial pour lui. C'est pourquoi il s'évertuait chaque fois à apporter son concours quand il était sollicité. Voilà. Sans gueule de bois, en toute humilité. Parce qu'il faut assurer la relève. Justement. Il est parti malheureusement sans avoir pu achever son projet qui lui tenait tant à cœur, à savoir la réalisation de son 3e film, Les Donzelles, pour faute d'argent. Je dis bien pour faute d'argent. Malgré son statut et sa renommée internationale, on ne peut pas comprendre
que M. Fadiga Kramo, pour faute d'argent, ne puisse pas réaliser ce 3e film? Vous étiez au courant au ministère de la Culture? Je ne parlais pas de faute d'argent. Ne parlez pas de faute d'argent. Il a évoqué dans une interview. Oui, mais il cherchait des coproducteurs. Comme je vous dis, ce qu'on reçoit en Côte d'Ivoire, vu le budget, ce n'est pas assez consistant. Donc, c'est dans la coproduction qu'il recherchait ses autres partenaires. Il a reçu de l'argent du fonds SIC. Je vous dis que le cinéma en Côte d'Ivoire est régi par 3. Il n'a pas pu réaliser, terminer ce projet. Vous savez, c'est un long processus. Un film, même avec le film qu'il a produit, le premier film avec Djeli. Djeli, c'est quelque chose, c'est un projet qu'il avait depuis 74-75. Et c'est en 81 que le film a été achevé. C'est un long processus. C'est un long processus et il était justement... Et on espère qu'à la tête de l'ONACSI, vous allez peut-être finaliser ce projet avec l'aide de tout le monde, avec l'aide de tous. Et le Premier ministre a reçu la corporation des cinéastes à son premier... dès qu'il a été réélu. Dès qu'il a été renommé, il a reçu les cinéastes. Donc on nous promet encore plus dans la cagnotte. Donc à partir de là, je pense que si on a le financement, on a les experts, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Justement, et de plus en plus de jeunes s'intéressent aujourd'hui au métier du 7e art, mais le talent seul peut-il suffire? Dites-nous, en les invitant, vous en tant que directrice générale de l'ONACSI, à s'inspirer de la vie de Fadiga Kramo, que devrait-il retenir? Retenir la formation. La formation est primordiale. C'est vrai qu'on peut avoir du talent, mais il faut se former. Puisqu'au fil du temps, tout évolue. Ce que tu connais aujourd'hui, demain peut être caduc. Donc il faut toujours apprendre à connaître. Et on apprend de tous. Fadiga, justement, dans sa dernière production, il avait inclus des jeunes. Koné Kobla, Olivier Koné. Il avait pris les jeunes. Il voulait assurer la relève. Donc la formation est vraiment cruciale. Même si on a les moyens financiers, il faut être prêt techniquement. Il y a beaucoup de métiers dans le cinéma. Et tous ces métiers, ce n'est pas seulement l'actorat. Il y a beaucoup de métiers dans le cinéma et on parle de l'économie de la culture. Ça nourrit son homme. Il était un homme de culture et pour sa mémoire, nous avons prévu même un hommage artistique dans les jours à venir. Donc Madame la ministre s'attellera à ce que, avec tout son staff, à rendre un hommage mérité à M. Fadiga Kramo Lassine. Et il le mérite bien. Merci Madame Diomandé-Lisson d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. Merci d'avoir été notre invité de la page culture pour évoquer ce sujet douloureux. J'ai vu cela, mais... Comme vous l'avez dit, un artiste ne meurt jamais. Merci beaucoup. Il était le réalisateur doué, doté d'une grande culture. Les talents du Yenega Fadiga Kramo Lassine n'apparaîtra plus derrière les caméras, mais ses œuvres l'ont immortalisé. Un artiste ne meurt jamais, dit-on. Fadiga Kramo, à jamais dans nos cœurs et gravé dans notre culture. À demain 20h, prenez surtout soin de vous.